Voilà, merci. Donc, moi, je vais vous parler de frontières. Frontières poreuses, donc c'est un sujet d'actualité en ce moment en France, en Europe. Là, on est sur des frontières particulières puisqu'on n'est pas dans le monde réel, puisqu'il s'agit du jeu. Je vous rappelle que par définition, le jeu, enfin une des définitions ou un des critères du jeu, c'est qu'il n'y a pas de conséquences sur la vie réelle. Et puis on va être aussi sur le monde digital, le monde virtuel. Alors, jeux sociaux et jeux d'argent, ces deux domaines sont définis malheureusement en français par le même mot, c'est-à-dire le mot « jeu ». En anglais, c'est beaucoup plus clair. On différencie deux concepts. On différencie le gambling et le gaming. Quand je dis que c'est un concept un peu trompeur de la langue française, c'est même une distorsion cognitive ou une faute originelle, puisque les jeux d'argent, en tous les cas à mes yeux, sont tout sauf des jeux. Le critère de définition, un des critères en tous les cas principal de définition n'est pas rempli. Le jeu devant se situer hors du monde réel et ne pas avoir de conséquences sur le monde réel. Or, dans le cas des jeux d'argent, évidemment, le gain ou la perte peut avoir des conséquences énormes sur la vie réelle. En quelque sorte, on peut considérer jeu d'argent comme un oxymore, et le problème, c'est l'argent qui pervertit le concept de jeu. Il y a plus de 5 ans, quand on a initié cette démarche de recherche, eGames, avec des collègues au Canada et en Allemagne, on est parti d'une intuition qu'il existait une interconnexion entre deux espaces assez disjoints, et on a cherché à explorer cette zone de recouvrement que je vais dénommer Pay to Win et que je vais un peu expliciter dans mon intervention. Je vais revenir sur ce qu'on entend par free-to-play, par ces notions free-to-play, pay-to-win, à quel modèle ludique et économique ils correspondent. Puis je vous présenterai les premiers résultats de l'enquête française dans le cadre du projet international eGames. Alors, parlons d'abord du marché des jeux vidéo en France. Quelques chiffres pour cadrer un peu le sujet. En France, en 2018, le chiffre d'affaires des jeux vidéo était d'environ 5 milliards d'euros. C'est des progressions annuelles de croissance à deux chiffres, 15% par exemple en 2018 par rapport à 2017. Au sein de ce marché, les applications sur support mobile représentent environ un cinquième de ce chiffre d'affaires. Et c'est le segment qui a le plus fort taux de croissance. Toujours en 2018, une enquête estimait que 74% des Français âgés de 10 ans et plus jouent au moins occasionnellement à ces jeux. La moitié des joueurs pratiquant ces jeux régulièrement, au moins une ou deux fois par semaine. Parmi l'ensemble des joueurs, 60% pratiquent sur leur téléphone mobile, qui est devenu le support de jeu le plus utilisé. Une autre enquête indique qu'un joueur sur 10 a eu l'occasion de réaliser des achats réels au sein même de certains jeux pour obtenir du contenu additionnel ou des bonus permettant de progresser plus vite dans le jeu. Voilà, sous l'impulsion de l'essor spectaculaire des réseaux sociaux au cours de ces dernières années, je crois qu'on peut dire que le jeu social sur mobile a modifié profondément le paysage du secteur des jeux. Alors, quelques définitions très rapidement que je vais utiliser au cours de mon intervention. Jeu vidéo, on entend par jeu vidéo un jeu électronique ou digital qui est doté d'une interface utilisateur qui permet une interaction humaine ludique et qui génère un retour visuel sur un dispositif vidéo. Alors, on peut jouer à ces jeux sur différents supports numériques, mobile, console, ordinateur, et on peut jouer à ces jeux seul ou en réseau. On va s'intéresser plus particulièrement aux jeux free-to-play, les jeux vidéo gratuits. Alors, ce sont des jeux qu'on va trouver sur applications de téléphone portable, tablettes, ordinateurs ou les réseaux sociaux, et qui donnent accès à tout ou une partie conséquente de leur contenu sans payer. Et puis, au sein des jeux free-to-play, on va s'intéresser aux jeux pay-to-win,
qui sont un type de jeu, donc free-to-play ou gratuit, dans lesquels de l'argent peut être dépensé pour obtenir des avantages dans le jeu. Les joueurs peuvent payer pour bénéficier de privilèges, ce qui augmente leurs chances de gagner ou progresser dans les niveaux les plus élevés du jeu. Par exemple, un joueur peut dépenser de l'argent pour obtenir un objet recherché, progresser vers un niveau supérieur ou augmenter la puissance d'un avatar. Le modèle économique des jeux free-to-play, le plus courant, est dénommé freemium, un peu comme les premium dans les compagnies aériennes ou dans d'autres stratégies commerciales. Dans ce modèle freemium, les joueurs ont un plein accès à la totalité du jeu, mais sont sollicités à accéder à des compléments de jeu en payant très souvent par microtransactions. L'autre modèle économique, qui peut se recouvrir d'ailleurs sur le premier, s'appuie sur l'intégration de publicité dans le déroulement de jeux. Le commerce des jeux mobiles repose sur une logique qui consiste à développer des jeux pour le plus grand nombre. Alors quand je dis plus grand nombre, si on prend par exemple l'année 2019, le jeu le plus téléchargé, c'était un jeu dénommé Angry Birds. Il a atteint en mai 2019 le chiffre de 1 milliard de téléchargements. Voilà, ça vous donne des petites idées de la dimension massive de la pratique de ces jeux. Donc développer des jeux pour le plus grand nombre et payer par quelques-uns. La pérennité du modèle économique repose sur la capacité du jeu à convertir les joueurs en payeurs et à les fidéliser. C'est autre caractéristique économique, une très forte concentration des dépenses dans ces jeux. Donc pour les développeurs, il s'agit de trouver un équilibre entre un jeu suffisamment amusant pour fidéliser les joueurs, mais également assez incommode pour attirer davantage d'achats dans le jeu. Que connaît-on des pratiques de ces jeux free-to-play ou pay-to-win sur une littérature qui est encore assez émergente? Il y a notamment beaucoup de travaux réalisés par les opérateurs, différentes études justement basées sur l'analyse de l'activité des joueurs en ligne estiment qu'environ 2% des joueurs de free-to-play dépensent de l'argent pour ces jeux. On verra qu'en France, c'est supérieur sur l'enquête que nous avons menée. Un récent rapport de monétisation de l'industrie du jeu révèle que 48% des revenus sont générés par 0,2% de la population de joueurs. Bon, ce ne sont pas des chiffres qu'il faut retenir comme ça vous donne quand même une idée et un ordre de grandeur de la concentration des dépenses. Comme on l'a vu, les jeux en ligne gratuits se financent en grande partie en générant des revenus importants grâce à la vente d'objets virtuels. Alors, de quoi s'agit-il, ces objets virtuels? Ça peut être la vente d'articles offrant un avantage concurrentiel, des objets qu'on pourrait qualifier de fonctionnels. Ces objets offrent aux joueurs des avantages dans le jeu en augmentant leur force compétitive ou leur vitesse de progression. Mais on peut aussi avoir de la vente d'articles non fonctionnels, purement ornementaux, ne modifiant que l'aspect visuel du personnage numérique du joueur ou des artefacts associés. Du point de vue des motivations, les raisons majeures motivant les achats par les joueurs en cours de jeu sont principalement contourner des obstacles au jeu, le principal obstacle étant par exemple les publicités, obtenir le déverrouillage d'un nouveau contenu, mais on rencontre aussi des motivations d'ordre économique ou social, la simple, par exemple, volonté d'appartenir à une communauté, la communauté de ce jeu particulier. La concurrence entre joueurs peut aussi être une motivation, mais ce n'est pas forcément la motivation la plus importante. Quand je dis concurrence, de performance. Alors la question des dommages, qui a été abordée déjà hier largement, qui est un peu la face cachée et peu étudiée car ce champ est scientifique sur les jeux vidéo et principalement celui de la sociologie, qui s'est plutôt orienté vers la fonction sociale du jeu. Du coup, c'est la médecine et en l'occurrence la psychiatrie qui s'empare du sujet avec ses représentations et avec son modèle, le modèle médical de l'addiction. Modèle qui a évolué au cours des dernières décennies où on est passé de l'alcoolisme à l'addiction aux substances psychoactives
Et maintenant aux addictions comportementales, mais tout ceci avec les mêmes critères qui sont appliqués. Donc ainsi, le DSM, donc la nomenclature américaine des maladies mentales, inclut depuis l'année dernière le trouble du jeu vidéo sur Internet, avec des critères qui sont tirés de ceux de l'addiction aux substances ou au jeu d'argent. Et également l'OMS qui définit dans la 11e révision de la classification internationale des maladies le trouble du jeu vidéo. Alors, comment définit l'OMS ce trouble? Elle le définit comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu, au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et activités quotidiennes, et par la poursuite ou la pratique croissante du jeu en dépit des répercussions dommageables. Toutefois, ces décisions sont très discutées et ne font pas consensus au sein de la communauté scientifique. Des critères posent de nombreux problèmes. D'autres auteurs estiment qu'à ce stade de la recherche, c'est prématuré d'identifier une pathologie. Enfin, certains auteurs vont jusqu'à dire que ces décisions alimentent ce qu'ils qualifient une panique morale entourant les méfaits des jeux vidéo. Alors, quand on regarde ce qui se passe au niveau des études épidémiologiques, on voit bien, en tous les cas, ça démontre la fragilité et les difficultés opérationnelles d'appliquer ces concepts. Ainsi, une revue ciblée de littérature sur la prévalence du trouble du jeu vidéo en population générale, donc qui va couvrir la période 90 jusqu'à 2016, environ 67 études, qui répondait aux critères d'inclusion, établit une fourchette d'estimation de la prévalence globale de l'addiction aux jeux vidéo allant de 0,7% à 15,6%. Donc vous voyez qu'avec cette fourchette, il reste un certain chemin à franchir. Et j'en viens enfin dans un peu longue introduction à la question que je vais traiter à travers l'enquête française, qui est la question du lien entre jeux vidéo et jeux d'argent. Il existe un certain nombre de preuves d'évidence qu'il y aurait une relation forte entre jeux vidéo et jeux d'argent. Ainsi, une étude canadienne documente que la plupart des joueurs vidéo jouent également aux jeux d'argent et vice-versa, c'est-à-dire que les joueurs de jeux d'argent également jouent aux jeux vidéo, et que les joueurs à problème pour ces deux types de jeux présentent des caractéristiques sociodémographiques similaires, ainsi que des taux élevés, tout ceci en relation avec un taux élevé de problèmes de santé mentale et d'impulsivité. Toutefois, les chevauchements entre les niveaux problématiques des pratiques de jeux vidéo et celles de jeux d'argent restent modestes. Ce qui a été étudié aussi et qui me semble important, notamment en termes de politique publique, c'est le constat d'une complémentarité des relations commerciales et de l'intégration des différentes technologies ou univers des jeux croisés donc entre l'espace des jeux vidéo et des jeux d'argent. Et le constat fait que ce mouvement croisé pourrait amener une normalisation des jeux d'argent chez les jeunes. Ça a déjà été évoqué hier par Sylvia Kérouz et ça me paraît un point extrêmement important. Effectivement, un double mouvement est observé au cours de ces dernières années qui vient brouiller la frontière entre ces deux espaces. Donc on constate à la fois l'introduction d'éléments propres aux jeux vidéo dans le monde des jeux d'argent, Sylvia Kérouz a appelé ça la gamification, et ainsi que le mouvement inverse de l'introduction dans les jeux vidéo d'éléments du domaine des jeux d'argent, le hasard, ou l'exemple type étant celui des loot box, que traitera demain un autre collègue allemand, Ingo Fiedler, qui a fait une étude particulière sur ces loot box. Cette porosité des frontières jusque-là étanches entre les jeux d'argent et les jeux vidéo soulève des questionnements quant à nos modèles de compréhension. C'est ce que
le sens aussi de l'introduction hier de Sylvia Kérouz, à la fois sur la compréhension des addictions dites comportementales, mais aussi sur nos approches d'intervention, mais aussi et surtout, je dirais, en matière d'encadrement et de régulation. L'exemple des lootbox que je ne traiterai pas ici, mais est quand même édifiant. Donc les lootbox, ce sont des espèces de petites pochettes surprises qu'on va trouver dans des jeux free-to-play ou pay-to-win, qui peuvent être obtenus avec de l'argent, donc du vrai argent réel, et qui contiennent des objets virtuels afin d'obtenir des avantages dans le jeu. Quand je dis qu'il est édifiant, c'est que l'étude qui a été menée en Allemagne montre que, conclut que les acheteurs de lootbox sont largement exposés au risque de problèmes de jeu. J'en viens maintenant donc aux résultats de l'enquête française. Donc l'enquête dont les résultats que je vais vous présenter étaient réalisés en début d'année 2017. Elle était réalisée sur un échantillon d'internautes sélectionnés par quota, par sexe et âge, représentatif de la population française d'internautes. Donc il s'agit d'un échantillon très large, puisqu'il a été composé de plus de 22 000 internautes, âgés de 18 ans et plus. Parmi ces 22 000 internautes, un peu plus de 13 000 s'avéraient être des joueurs de free-to-play. Au sein de ces joueurs de free-to-play, 1500 sont classés comme joueurs pay-to-win dans la mesure où ils ont donc effectué des dépenses dans le cadre de ces jeux free-to-play. Cette enquête a été ou sera réalisée dans 5 autres pays, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et la Pologne, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre de recherche internationale. Alors, l'enquête que je vais vous présenter porte sur les joueurs et les pratiques de pay-to-win, même si on a quelques données sur les free-to-play, quelques données notamment sociodémographiques nous permettant d'en dresser le portrait des joueurs, mais sinon l'essentiel sur les comportements et les problèmes liés à ces pratiques. L'enquête va porter sur l'échantillon de 1500 joueurs pay-to-win, c'est-à-dire des personnes qui jouent à des jeux vidéo free-to-play sur application de téléphone portable, tablette, ordinateur ou les réseaux sociaux et qui dépensent de l'argent dans ces jeux. Alors, en 2017, donc en France, parmi la population française âgée de 18 ans et plus internautes, on avait à peu près 60% des personnes qui déclarent avoir pratiqué au moins une fois au cours de l'année des jeux de type free-to-play et 6% qui avaient dépensé de l'argent dans ces jeux. Voilà. Alors, la pratique des jeux free-to-play varie très fortement en fonction de l'âge, comme le montre le graphique suivant. Elle concerne une majorité de la population française jusqu'à l'âge de 55 ans, puisque c'est à partir de cet âge où la prévalence descend en dessous de 50%. Mais on peut voir qu'elle est massive chez les jeunes adultes jusqu'à un âge assez tardif de 45 ans. Ensuite, elle décroît progressivement. Que peut-on dire des profils des joueurs? Alors, je vais parler des profils des joueurs. C'est la deuxième colonne par rapport à la première colonne, c'est ceux qui ne jouent pas aux jeux free-to-play. La deuxième, ceux qui jouent aux jeux free-to-play. Et puis la troisième, ceux qui dépensent de l'argent, donc les joueurs pay-to-win. Donc, pour ce qui est de la pratique des jeux free-to-play, elle est plus fréquente chez les femmes, chez les jeunes, chez les personnes ayant un niveau de diplôme intermédiaire, bac à bac plus 3, parmi la population active et parmi cette population active, les catégories professionnelles inférieures ou moyennes et également les étudiants et les chômeurs. La population des free-to-play qui dépensent de l'argent, donc des pay-to-win, se caractérise par une population encore plus jeune, plus actifs ou chômeurs et qui disposent de ressources financières moindres. Parlons maintenant des activités et des comportements de jeu.
Alors, tout d'abord, on a déjà vu qu'environ un joueur de free-to-play sur 10 dépense de l'argent au moins une fois au cours de l'année. Ces joueurs de pay-to-win pratiquent très régulièrement ces jeux, 4 sur 10 y jouent tous les jours. Les paiements qu'ils y effectuent, par contre, sont plus rares. La moitié des joueurs de pay-to-win n'effectuent de tels paiements que quelques fois au cours d'une année. Ils ne dépensent à cette occasion que des sommes modestes, 2 euros ou moins, soit moins de 40 euros dans l'année, et ont une durée de jeu par session d'environ 30 minutes ou moins, et consacrent à ces jeux 10 heures ou moins par mois. Mais en fait, on relève de très fortes disparités des pratiques entre les différents joueurs. Disparités qui sont soulignées dans ce tableau par la divergence en bas du tableau, du premier tableau, par la divergence entre les valeurs moyennes et les valeurs médianes des différents indicateurs d'intensité de la pratique. Ainsi, les 10% des joueurs les plus investis consacrent à ces jeux plus de 80 heures par mois. Ils dépensent de l'argent régulièrement, 3 fois ou plus par semaine, pour un budget annuel de 315 euros ou plus par an. Oui, également sur le deuxième tableau, on constate que près de la moitié des joueurs de pay-to-win, 44% précisément, pratiquent également des jeux d'argent et de hasard sur Internet. Les jeux d'argent et de hasard les plus joués sont les jeux de loterie, puis viennent les paris sportifs et le poker. Ces joueurs pratiquent également des jeux d'argent non régulés sur Internet, et quand on compare avec l'enquête nationale sur les jeux d'argent en ligne, on constate qu'ils jouent plus fréquemment à ce type de jeux qu'on appelle les jeux non régulés, notamment je fais référence à des machines à sous pour lesquelles il n'existe pas d'offre légale en France. Enfin, quand on les interroge à ce sujet, 35% des joueurs pay-to-win pensent que la pratique de ces jeux les a conduits progressivement à jouer à des jeux d'argent. Sur la question des problèmes, une très large majorité de joueurs dépensant de l'argent dans les jeux, donc les joueurs pay-to-win, déclarent rencontrer des problèmes liés à cette pratique de jeu. Les problèmes les plus fréquemment recensés sont les difficultés liées à des durées de jeu excessives ou la perte de contrôle des personnes en ce domaine. Environ 2 joueurs de pay-to-win sur 3. Viennent ensuite des difficultés relationnelles, environ 1 joueur sur 3, puis des difficultés financières. Selon les estimations fondées sur l'indice canadien du jeu excessif, juste une petite insertion méthodologique, on a donc adapté l'indice canadien du jeu excessif aux pratiques de jeu pay-to-win, donc il n'est pas tout à fait adapté. Il faut prendre ces données comme des ordres de grandeur, puisque cet instrument n'a pas été validé pour ce type de jeu. Mais on constate, en utilisant cet instrument, que 17% des joueurs pay-to-win sont classés joueurs à risque modéré et près de 18% joueurs excessifs. Enfin, nous avons procédé à essayer d'étudier les facteurs associés à la fois à la pratique des jeux free-to-play, à la pratique des jeux pay-to-win et aux difficultés rencontrées par la pratique de ces jeux, en faisant donc des modèles de régression logistique qui prennent en compte les interactions entre les différents facteurs permettant de déterminer l'influence de chacun des facteurs examinés, toutes choses égales par ailleurs, sur la variable d'intérêt. Alors, quelles étaient les variables d'intérêt ? 3 variables d'intérêt que vous retrouvez en colonne sur ce tableau, un tableau de synthèse. Les 3 variables d'intérêt étudiées sont la pratique du jeu free-to-play, le fait de dépenser, c'est-à-dire la pratique pay-to-win, et troisième chose, le jeu problématique. Les facteurs prédictifs testés étaient les suivants: le sexe, l'âge, le diplôme, avoir une activité professionnelle, être chômeur, être étudiant, le niveau de revenu. Pour l'analyse du jeu problématique, un modèle a été testé avec des variables comportementales, à savoir des variables d'intensité, notamment la fréquence de jeu pay-to-win, la dépense de jeu, la durée de jeu
et le fait de jouer également à des jeux d'argent. Il ressort de ces analyses les éléments suivants. Pour ce qui concerne, si on prend parmi l'ensemble de la population, donc si on s'intéresse aux pratiquants de jeux free-to-play, parmi l'ensemble de la population, être une femme, être jeune, être actif, être chômeur ou étudiant, avoir un niveau de revenu supérieur et un niveau de diplôme moyen ou modeste sont des caractéristiques liées à la pratique de jeux free-to-play. Parmi les joueurs de free-to-play, être jeune, être chômeur et avoir un niveau de revenu inférieur sont des facteurs prédictifs du fait de dépenser de l'argent, donc d'être joueur pay-to-win. Et enfin, parmi les joueurs pay-to-win, être un homme, être jeune et avoir un niveau de revenu inférieur sont les caractéristiques associées à une plus forte prévalence de jeux problématiques. Du point de vue des comportements de jeu, sont associés aux jeux problématiques la dépense et le fait de jouer également à des jeux d'argent. La fréquence et la durée de jeu ne le sont pas. Et enfin, dernière précision, dans l'enquête française, parmi les joueurs qui pratiquent les deux types de jeux, pay-to-win et jeux d'argent et de hasard, les problèmes de jeu liés aux jeux pay-to-win et ceux des jeux d'argent et de hasard sont très interconnectés. Ainsi, 90% des joueurs excessifs de pay-to-win, donc ICGE 8 et plus, sont aussi joueurs excessifs de jeux d'argent. Et 84% des joueurs excessifs de jeux d'argent sont aussi joueurs excessifs de pay-to-win. Voilà, j'en arrive à mes conclusions. Donc cette enquête, l'enquête e-Games menée par l'Observatoire des jeux, est une première tentative pour décrire et comprendre ces nouvelles pratiques. Malgré ses limites méthodologiques, j'en évoquerai très rapidement deux. Tout d'abord, la difficulté de cerner des espaces ludiques en mutation rapide et en perpétuel changement, aux frontières floues. Et puis, bien évidemment, la principale, sans doute, limite méthodologique, vous le savez tous, c'est la question de la représentativité relative des échantillons reposant sur des panels de volontaires, recrutant des participants qui sont, comme l'ont montré certaines études, plus actifs que la moyenne dans l'espace de l'Internet et des réseaux sociaux. Malgré ceci, cette enquête sur la pratique des jeux free-to-play en France permet de dresser un certain nombre de constats. Le premier constat, c'est que ces jeux sont massivement pratiqués, 6 adultes sur 10 en France, concernent plus particulièrement les femmes, les jeunes, les populations actives et les personnes ayant un niveau de diplôme intermédiaire. Deuxièmement, ceux qui dépensent de l'argent réel dans le but de mieux progresser dans les jeux sont minoritaires, concernant un joueur sur 10. Il s'agit d'une population encore plus jeune et de milieu social plus modeste. Troisièmement, l'enquête décrit une grande variabilité de pratique de ces jeux avec dépenses d'argent en termes de fréquence, de durée et surtout de dépenses. Quatrièmement, au sujet des dépenses, l'enquête française confirme le modèle économique de ces jeux conçus pour le plus grand nombre et payés par quelques-uns. Cinquièmement, la pratique des jeux avec une dépense d'argent entraîne des problèmes chez environ un tiers des joueurs. Le niveau de problème est similaire, voire supérieur à celui rencontré dans les jeux d'argent et de hasard en ligne. Sixièmement, les joueurs les plus jeunes et ceux disposant de faibles revenus sont les plus fréquemment exposés à des difficultés en lien avec leur pratique de jeu. Et enfin, finalement, l'enquête montre l'existence d'un lien fort entre les pratiques de jeux pay-to-win et celles de jeux d'argent et de hasard. Près de la moitié des joueurs pay-to-win pratiquent également des jeux d'argent et de hasard sur Internet, et les problèmes de jeu rencontrés dans ces deux espaces ludiques sont très fortement interconnectés. Voici, donc, en termes de perspective, du point de vue des politiques publiques, il me semble que ces données indiquant une grande porosité entre les jeux de free-to-play et les jeux d'argent
nous conduisent à nous interroger sur la nécessité d'une régulation de l'industrie du jeu free-to-play. Sylvia Kérouz a également évoqué ce point. Il faut savoir qu'actuellement, on a un déséquilibre vertigineux entre un domaine des jeux d'argent qui est quand même, qu'on peut qualifier en France de très fortement régulé, et un domaine des jeux vidéo, en tout cas pour free-to-play et pay-to-win, qui ne fait l'objet d'aucune régulation. Pour ce qui est dans le domaine du projet de recherche et de la recherche, nous avons l'intention de conduire, là c'est dans les semaines qui viennent, une nouvelle enquête pour nous permettre d'approfondir le sujet en mettant l'accent sur l'ensemble des pratiques free-to-play. Comme vous l'avez vu, la première enquête était sur une partie limitée qui était le pay-to-win. Donc le free-to-play avec ou sans dépense d'argent, sur une enquête nationale, sur un échantillon de 5000 Français âgés de 18 ans et plus, de 18-65 ans, excusez-moi, sur les motivations de jeu, sur les difficultés qu'elles peuvent induire chez certains de ces joueurs. Voilà, et j'ai mis les références de mes références scientifiques à la fin de ma présentation. Je vous remercie de votre attention.